Salut tout le monde, je suis très heureux de vous retrouver pour cette quotidienne du mardi 15 juin. Au programme, dans l'actu, on vous parle tout d'abord de gastronomie locale avec la fête du terroir organisée par le journal La Côte. Ça aura lieu ce samedi 19 juin à Gland. Et puisqu'on parle de la ville de Gland, eh bien, on en profite pour dire un mot sur le programme Été en ville qui vient de se dévoiler. En sport, on fait un tour d'horizon des différentes activités du Vélo Club Nyon et de son école de cyclisme avec son président Laurent Tellet. En culture, on plonge au cœur du centre des collections de la ville de Nyon avec Benoît Boretti qui est responsable de l'inventaire des différents objets des musées. Très belle émission. Une journée pour fêter le terroir local, célébrer la terre et la gastronomie et mettre en lumière les producteurs de la région. C'est ce que propose le journal La Côte ce samedi 19 juin à Gland. De 9h à 17h à Grandchamp, une cinquantaine de producteurs des districts de Morges et de Nyon exposeront leurs produits autour d'une grande fête avec également des concerts et des ateliers pour enfants. Bonjour Gilles Bieler. Hello. Gilles, vous êtes rédacteur en chef adjoint de La Côte et vous pilotez ce programme festif avec Isabelle Monet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc municipal à Gland, en charge de la culture, du logement et des affaires sociales. On va parler également avec vous après du programme Été en ville à Gland qui se dévoile petit à petit en ce moment. Mais commençons donc par cette fête du terroir du 19 juin. Gilles, pourquoi cette idée ? Alors chaque année, on organise quelque chose de particulier avec La Côte. On a organisé quelque chose autour de la mobilité à Nyon. On a organisé quelque chose autour du logement déjà à Gland. Et puis là, on avait envie de faire quelque chose de vraiment populaire, de retrouver ou de rencontrer à l'époque, parce qu'on ne pouvait pas les retrouver, on n'avait pas entendu parler de Covid, mais de rencontrer vraiment nos lecteurs et puis de leur proposer une fête autour des produits de la région. On ne savait pas encore que ça allait être à Gland, on ne savait pas encore qu'il allait y avoir des mois de Covid qui nous empêcheraient de nous voir, de nous rencontrer, de faire la fête. On ne savait pas encore qu'il y aurait des votations avec un débat aussi nourri, aussi violent parfois, autour justement du terroir. Enfin, on se retrouve là, le 19 juin 2021, après beaucoup de choses qui se sont passées autour du terroir. Et là, on va le fêter. Ouais, ça prend tout son sens avec le Covid, justement. Ça arrive déjà à point nommé maintenant que les restrictions se lèvent petit à petit. Et puis les rencontres, eh bien, c'est à point nommé maintenant, quoi. À tout point de vue, ouais, les gens pourront vraiment aller à la rencontre de 45-46 producteurs, petits producteurs de nos deux districts, discuter avec eux, comprendre quels sont leurs enjeux, quelles sont les problématiques auxquelles ils se confrontent, quelles sont les attentes des clients aussi, les producteurs. Enfin, ça ira dans les deux sens, c'est bien le but. Alors après, le Covid a fait qu'on a organisé, je pense, 62 fêtes du terroir en 2 mois. Ça a dû changer le programme, ouais. Avec ou sans musique, avec ou sans dégustation, avec ou sans nourriture sur place, avec ou sans stand, avec ou sans fête. Enfin, on a su il y a 2 semaines vraiment ce qu'on allait pouvoir faire. Et alors là, il y aura de la fête, il y aura de la musique, il y aura des dégustations, il y aura tout ça. Donc à Gland, Isabelle, vous avez accepté du coup la proposition du journal La Côte pour proposer cette fête ici à Gland. C'était naturel pour vous, pour fêter ce terroir ? Complètement. C'est aussi une façon de marquer encore un petit peu plus déjà ce qui se passe chaque semaine à Gland au niveau du marché. Mais là, c'était de le faire à beaucoup plus grande échelle. Et puis d'avoir La Côte qui porte ce projet, c'était extrêmement intéressant. Et puis au départ, on a plutôt été appelé pour la partie culturelle. Là aussi, on se posait beaucoup de questions. Et puis on voit qu'en même temps, l'été en ville démarre. Donc on commence déjà avec quelques concerts. Et puis samedi, il y aura Lyoz, il y aura les Postiches. Donc on n'attend plus que le soleil et puis je me réjouis vraiment de cette fête et puis de l'impact. Tous les projets où il y a un partage, les projets qui sont portés avec différentes personnes, c'est des projets riches et pour moi ça avait énormément d'importance. Ouais, c'est une déclaration d'amour, je l'ai dit en introduction, au terroir local. Qu'est-ce que c'est pour vous, Isabelle ? Qu'est-ce qui fait l'âme en fait, du terroir local ici sur La Côte ? Je pense que c'est beaucoup des rencontres. Je vais peut-être faire un parallèle avec le vin. Lorsque vous allez chez un vigneron, que vous dégustez son vin, qu'il vous parle de son vin, il y a une histoire qui commence. Et bien finalement, avec tous les métiers de bouche, c'est un peu comme ça. Parce que les gens, lorsqu'ils vous parlent de leurs produits, ils ont quelque chose dans le cœur. Ils ont envie de vous le faire connaître, de vous le faire apprécier. Et puis, dès que cette rencontre a eu lieu, eh bien, c'est une histoire qui commence. Et Gilles, pour vous, l'âme de ce terroir sur La Côte, qu'est-ce que c'est ? Je pense beaucoup de passion. J'habite moi-même à la campagne et puis on voit les heures que passent les agriculteurs, les arboriculteurs qui passent sur leurs terres à travailler leurs terres. La diversité aussi, on pourra le voir samedi,
une diversité hallucinante de produits qu'on pourra découvrir. Ça va du bouillon au tofu, des légumes évidemment, au bœuf, enfin, bref, une diversité hallucinante. Je pense qu'à part les produits de nettoyage, si vous avez vos courses à faire samedi, ce week-end, vous n'aurez rien besoin d'acheter en grande surface, vous aurez absolument tout à la fête du terroir. Ouais. Donc beaucoup avec la bonne humeur en plus. Effectivement, beaucoup de choses à déguster. C'était important de reconnecter aussi peut-être, les villes et les campagnes. Il y a cette idée-là aussi dans cette fête du terroir, en tout cas les producteurs et les consommateurs. Dans les prémices, ouais. Clairement, il y avait cette idée-là, et puis encore plus depuis ces dernières semaines. Enfin, c'est quand même hallucinant ce qui s'est passé au niveau des débats, le niveau des débats, les attaques les uns envers les autres. Une incompréhension, une incapacité aussi à se parler. Et là, vraiment, on met de la campagne au cœur d'une ville, qui est quand même une des plus grandes du canton et évidemment une des plus grandes de la région. Donc oui, il y a clairement aussi ce fait de créer du lien. C'est l'essence même d'un média local comme le nôtre. Ça veut dire, et surtout la côte, où on va des crêtes du Jura au bord du lac, où les problématiques sont tellement différentes qu'on se trouve à Bière ou à Tannay. Et notre rôle, c'est de jouer, de bâtir des ponts, de construire des liens entre les gens. Et cette fête du terroir, le terroir en soi, est un bon moyen. Isabelle Gilles fait référence, bien entendu, aux dernières votations fédérales, notamment sur les pesticides et autres, qui justement ont créé, on a le sentiment, un clivage. Et notamment, je parlais ville et campagne, c'est pas pour rien. On a senti ce clivage-là dans les urnes. Vous, justement, en tant que municipal, c'est aussi quelque chose que vous avez senti, ce clivage, et peut-être une fête du terroir permet aussi peut-être de reconnecter les gens entre eux, d'avoir une meilleure compréhension de l'agriculture. Ce que j'ai compris, c'était beaucoup les paysans qui ont juste dit « mais laissez-nous travailler, on est des professionnels, on sait ce qu'on fait ». Ce besoin de prouver que ce sont des personnes qui connaissent leur métier, j'ai trouvé ça quand même assez dur finalement. Après, je comprends qu'il y ait des problématiques, mais je pense qu'on doit d'abord faire confiance aux gens. Et puis, on verra samedi ce qu'ils proposent comme produits, que ce soit des paysans, des boulangers, des bouchers. Il y a vraiment tout un travail là derrière. Ils ont eu ce besoin, en fait, vraiment de prouver ce qu'ils faisaient. Voilà, cette confiance qui avait besoin d'être rediscutée. Donc du coup, le rendez-vous, il est noté, c'est pour le samedi 19 juin, c'est donc de 9h à 17h à Grandchamp. On va déguster plein de choses, on va boire plein de choses, et puis on va écouter de la musique aussi, on va faire la fête ensemble. C'est ça l'âme de cette fête. Gilles, et puis j'invite aussi ceux qui nous regardent à aller lire également les dossiers que vous avez consacrés justement au terroir local, puisque tout ça s'inscrit, cette fête s'inscrit aussi dans une démarche journalistique également, donc c'était à noter. Vous vouliez rajouter quelque chose? Non, juste, ça fait effectivement 4 semaines qu'on arpente notre région à la rencontre de ceux qui façonnent la terre. On a des enquêtes, des décryptages, des portraits, des très beaux portraits qui ont été faits. Ça dure jusqu'à samedi. Samedi, c'est le point d'orgue d'une grande opération éditoriale qu'on a menée, effectivement. Isabelle, parlons ensemble également de l'été en ville à Gland. Donc ça aura lieu du 10 juin au 11 septembre dans 6 lieux de la ville, à la Falaise, à Grandchamp, au VVF, à Equenote, à la Place Blanche et à la Pépinière, allez pour toutes les cités. Donc des activités gratuites qui sont proposées par la ville pour tous. Quelle est la démarche derrière cet été en ville ? Alors tout d'abord, c'est amener la culture dans les différents quartiers, c'est aller à la rencontre des gens, c'est amener des façons de vivre la culture un peu différemment. On sait que le monde culturel a énormément souffert et souffre encore en ce moment. Et puis là, c'était vraiment tout un travail aussi pour trouver des nouvelles compagnies, trouver aussi différentes personnes qui pouvaient amener cette culture. Et on va justement s'appuyer sur des gens qui ont par exemple gagné des bourses d'aide à la création, qui vont animer des ateliers. Ça pourrait être des ateliers d'aquarelle. Il y a des petits concerts qui vont avoir lieu dans ces places. Il y aura de la culture, il y aura du sport, il y aura des rendez-vous avec la jeunesse. Donc c'est vraiment du cinéma open air.
partenaires qui ont fait partie. Et puis, il y aura tout de même les 6 semaines à la Falaise, où ça, c'est en fait la poursuite depuis 3 ans de l'été à la Falaise. On avait envie d'agrandir la manifestation. Et puis, encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de mettre les différents services autour de la table et puis que chacun travaille main dans la main pour proposer des événements. Et de mettre en valeur différents lieux aussi de la ville, il me semble. Il y a cette volonté, justement, parce que cet été en ville s'élargit dans différents lieux par rapport aux années précédentes. Gilles, vous avez déjà regardé un petit peu ce programme, il y a quelque chose qui vous tente, il y a un lieu en particulier à Gland qui vous séduit plus qu'un autre pour faire la fête? Moi, j'aime beaucoup la Falaise. J'ai organisé les premières fêtes de la musique à Gland, à la Falaise, justement. Donc, je trouve que c'est vraiment un lieu qui se prête particulièrement à ce genre d'activité au bord du lac. Alors, je trouve qu'il se prête mieux à ce genre d'activité qu'à la baignade, mais on fait ce qu'on peut avec les plages qu'on a, mais c'est un lieu vraiment super cool pour ce genre de choses. Donc plein d'activités culturelles pour sortir, pour se rencontrer à nouveau maintenant que la situation pandémique le permet davantage pour cet été. Pour voir le programme, Isabelle, où est-ce qu'on va? Alors, culture.gland.ch. Vous avez tout le programme, il y a différents événements, il faut s'inscrire parce que voilà, on est encore tributaire des contraintes. Et puis, vous pouvez juste cliquer sur les lieux et puis vous verrez tout ce qui s'y propose. Voilà. Et puis pour la côte, faites le terroir. C'est donc ce 19 juin à Gland, à Grandchamp. Merci beaucoup Gilles Bieler d'avoir été avec nous. Merci pour l'invite. Et Isabelle Monet, merci beaucoup à vous aussi. Merci Très beaucoup. belle journée. Il fait beau, il fait chaud, les cyclistes reprennent la route et le Vélo Club Nyon revient tout juste d'une sortie ce week-end pour son traditionnel camp de l'année avec les adultes. Une quinzaine de cyclistes ont monté d'école du côté de Reckingen. Le club a également présenté à son école de cyclisme au début du mois le nouveau matériel acquis grâce aux dons de la Fondation du développement du sport à Nyon. Le VC Nyon prépare également plein de belles choses pour la suite et on va parler de tout ça, bien entendu avec son président Laurent Tellet. Salut Laurent. Salut Alexandre. Eh ben, bienvenue. Je te remercie de ton invitation. Mais avec grand plaisir, bienvenue ici. Alors raconte-nous un petit peu comment c'était ce week-end. Ça faisait plaisir de sortir à vélo avec ce temps magnifique. Ah là, il y avait 14 valeureux. Oui, c'était un week-end magnifique. Il a fait beau, nous étions en montagne. Et, de vous retrouver comme voilà. ça. Ils ont quand même fait en 3 jours environ 180 km avec un peu plus de 5000 mètres de dénivelé. Ah ouais. Et puis ça s'est passé de manière itinérante. Ouais. À savoir que moi, j'assurais à la fois la voiture balai, Ouais. ainsi que le transport des bagages et ou autres pièces pour Ouais. les vélos, si toutefois quelqu'un connaissait un problème technique. Ah, d'accord. Donc je disais, le plaisir de se retrouver après tous ces mois Covid. Comment se porte le club? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire aujourd'hui? Donc de vous retrouver déjà et de faire des petites sorties entre vous. Comment ça se passe pour vous? Alors, écoutez, je veux dire, au point de vue budget, Ouais. nous faisons une grosse perte parce que notre budget dépend trop de rentrées issues du bar des voyageurs à Paléo. Ouais. Donc c'est la 2e année consécutive où on ne peut pas tenir Ouais, ce bar. Et donc c'est une perte assez sèche au niveau des budgets à la fois 2020 et 2021. Mais bon, c'est comme toute chose, alors il faut revoir un tout petit peu les priorités. Et donc on comprend que le club a été fragilisé par cette crise, déjà d'un point de vue financier. Aussi, on imagine que le fait de ne pas pouvoir vous réunir, de faire des sorties ensemble, etc., ça a dû peser sur le moral. Aujourd'hui, vous êtes dans quel état d'esprit? Nous avons la chance, mais vraiment la chance, d'avoir un club qui est sain financièrement, avec des réserves, mais tout a baissé. Vous voyez, par exemple, la ville de Nyon accorde un subside, notamment fonction du nombre d'heures qui sont données pour l'école de cyclisme. Ouais. Et comme elles se sont raréfiées tellement, eh bien, on a vu là aussi, dans ce cas, les subsides drastiquement diminuer. Mais voilà, moi, je suis attentif à ce que le club soit pérenne, ouais, et qu'il puisse, parce que c'est également une vocation de ce club, et qu'il puisse organiser des courses cyclistes. Ouais. Ce qui devient de plus en plus difficile
notamment avec des risques financiers. Oui, bien Voilà. sûr. Ouais. Et là, aujourd'hui, comment vous voyez justement la suite? Où vous en êtes là, aujourd'hui, à l'heure où on parle? Alors, la suite s'annonce plutôt bien. Il s'est passé une chose il y a environ 2 ans, voire un tout petit peu plus. J'avais contacté la municipalité de Gland pour essayer de voir s'il était possible de créer une piste permanente de cyclocross sur le site sportif d'Ambord. Ouais. Et apparemment, c'était déjà un tout petit peu dans leur projet. Et grâce à la dynamique de la commune, à son municipal au sport, Gilles Davoine, et à Mathieu Glaire, qui est son précieux bras droit, elle a été créée il y a une dizaine de jours. C'est une première ébauche, ébauche qui devrait servir à cette fois la tenue de l'organisation d'une manche de cyclocross de l'Omnium Roman. Et celle-ci aurait lieu le samedi 9 octobre. D'accord. Et donc Voilà. le Vélo Club Nyon participerait, on va dire, à l'organisation de cette course-là? Alors absolument, oui. Ouais. On est plus ou moins la tête de file et Ouais. l'unique club à organiser Donc cette course. un très beau projet effectivement donc, pour l'automne. Puis avant ça, il y aura l'été. On imagine pas mal de sorties aussi entre vous, d'écoles à monter et ce genre de choses. Il y a, on pourrait dire qu'il y a 2 parties. Il y a une partie adulte Ouais. où un certain nombre de coureurs assez performants sortent ensemble, ce qui laisse peu de place aux personnes qui n'ont pas les mêmes performances. Mais ils s'accordent toujours à faire des sorties avec des itinéraires, avec une visite de la région, etc. Ils le font très souvent soit le mercredi soir, soit le dimanche matin. Et ça fonctionne bien. Ouais. Ouais. Et il y a aussi... On voit qu'il y a un noyau, et je reviens à la devise du club, amitié et persévérance. C'est vraiment ce qui caractérise ce noyau. Ouais. Et il y a aussi l'école de cyclisme que pilote justement le Vélo Club Nyon. Raconte-nous comment ça se passe en ce moment pour cette école. Quand j'ai repris les rênes, de nouveau en 2019, dans le bref discours que j'ai pu faire avant mon élection, j'ai clairement dit que j'allais axer beaucoup mon investissement personnel, organisationnel et financier sur l'école de cyclisme, qui représente environ 25% des membres du club, ce qui n'est pas anodin pour le cyclisme. Et l'école est divisée en 2 catégories. Il y a une catégorie 8-12 ans qui est emmenée par Barbara Liardet, qui est une sportive émérite et une motivatrice pédagogue. Et ils font une sortie d'environ 1h30 à 2h tous les mercredis après-midi. D'ailleurs, là, on les voit un tout petit peu dans leur, sur les images, dans leur élément. Oui, absolument. Il s'agit d'un axe, pour le moment, VTT, parce que nous ne mettons pas les enfants sur la route avant 13 ans, voire 14 ans, si la maturité du jeune le permet. Pour nous, c'est très, très important. Comment on apprend aux jeunes le cyclisme, justement, le VTT, ce genre de choses? Comment on inculque ça? C'est une volonté des jeunes, ils adorent ça. Ouais. Ils adorent aller crapahuter, comme on dit, dans les forêts, sur certains circuits qui sont dessinés. Ils font de la technique. Et puis Barbara Liardet, comme je vous disais, elle est extrêmement pédagogue. Donc, elle parle également de la manière avec laquelle il faut se tenir par rapport à des promeneurs de chiens, etc. Elle est très efficace. Donc il y en a pour tous les goûts et pour tous les âges au Vélo Club Nyon. Et puis récemment, donc, puisqu'on parle de cette école de cyclisme, il me semble que vous avez acquis un certain matériel, justement grâce à une promesse de don de la Fondation du développement du sport à Nyon. Absolument. Quel est ce matériel et à quoi va-t-il servir? Alors, pour parler encore, donc, il y a cette catégorie des 8-12 ans que j'appelle affectueusement le baby club, et il y a la partie 12-20. Alors en fait, on est parti d'un constat suivant. Il y a des jeunes qui viennent pour faire un essai. Très souvent, ça leur plaît, et ils viennent refaire un essai.
Alors à chaque fois, on leur met à disposition un vélo de prêt. Mais quand ils veulent continuer, ce qui se passe, c'est que l'achat d'un vélo, ce n'est pas comme une raquette de tennis ou un ballon de football. On arrive vite à des prix de 1 500 francs et autres. Et les parents n'ont pas forcément toujours le pouvoir d'achat pour un vélo. Donc, on est parti de cette situation où on a décidé d'acheter du matériel, des parties cycles, des parties mécaniques, des parties manivelles. En fait, l'idée est de pouvoir permettre à ces jeunes de poursuivre jusqu'à ce que les parents économisent et arrivent au bout d'un certain temps à leur acheter un vélo. D'accord. Mais ce que Denis Champion, qui est le directeur sportif du Vélo Club, a fait, c'est qu'il a acheté des cadres de différentes hauteurs, des parties mécaniques différentes, pour que chaque jeune qui désire poursuivre ait un vélo à sa mesure, à son gabarit. C'est la manière d'éviter à la fois les douleurs ou les blessures. Il est important d'avoir un vélo à sa mesure. Et après, on modifie aussi les vélos pour le cyclocross, parce que ce n'est pas tout à fait les mêmes spécificités. On a acheté des home trainers. Donc, voilà. Ouais. Et puis, cette généreuse promesse de don de l'UEFA nous fait du bien et va permettre le développement encore accru de l'école de cyclisme, qui est vraiment mon bébé aussi. Je dois avouer que... Comment on fait, Laurent, pour rentrer dans cette école de cyclisme ou faire partie, justement, des adultes du Vélo Club Nyon? Il suffit d'aller sur le site du VCN et tout est indiqué. Très bien. Possibilité de contact, on répond très rapidement, que ce soit sur la demande des parents ou d'adultes qui désirent faire part du club. Et le site, c'est Vélo Club Nyon, vcn.ch. Très bien, super. Alors on ira là-dessus, Laurent, pour suivre tes activités. Et puis du coup, pas mal de belles choses en prévision, et notamment, on l'a dit, le 9 octobre, cette manche donc de cyclocross. Laurent Tellet, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est avec plaisir et je vous remercie de l'attention que vous avez prêtée au Vélo Club. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Vous vous êtes toujours demandé où allaient les objets de collection qui étaient plus exposés au musée de Nyon. Eh bien, ils sont tous conservés et répertoriés au dépôt et abri des biens culturels, rebaptisé à présent Centre des collections de la ville de Nyon. Ce dernier ouvre ses portes au public ce samedi 19 juin à l'occasion des Journées de l'archéologie. Bonjour Benoît Boretti. Bonjour. Benoît, tu es responsable donc de ce centre des collections de la ville de Nyon. Alors aujourd'hui, ce sont plus de 100 000 objets qui sont conservés à cet endroit et qui proviennent donc du musée du Léman, du château de Nyon et du musée romain, ou qui sont des œuvres d'art acquises par la ville de Nyon. Déjà, première petite question, pourquoi ce changement de nom du coup? On passe du dépôt au centre des collections. Alors c'est une volonté de vouloir mettre en avant, on va dire, une face cachée des musées, qui des fois n'est pas perçue par les gens ou par des autorités. Et l'idée, c'était de représenter un peu mieux le travail qui est fait sur ces collections en changeant de nom. Ce bâtiment a été créé à l'origine et appelé Dépôt et Abri des biens culturels, mais on voulait mettre en avant que ce n'était pas juste un endroit de stockage, puisque ces collections ne sont pas seulement conservées, mais on travaille vraiment sur ces objets. Et le nom Centre des collections nous paraissait plus adéquat pour mettre en avant justement le personnel qui y travaille et les tâches qu'on fait sur ces objets. Et justement, quel est ton travail? Raconte-nous un petit peu comment se passe une journée type quand on est responsable de ce centre. Alors ça dépend vraiment des journées, c'est très varié. Comme tu l'as dit avant, il y a 3 musées, donc il y a des journées qui vont être beaucoup plus tranquilles et d'autres beaucoup plus... on va dire intense, il y a beaucoup de demandes des musées, mais de façon générale, c'est de coordonner vraiment le travail du centre des collections. Ces objets, ils doivent être inventoriés, donc il y a un travail à la fois de recherche là-dessus, donc de prendre des objets, les documenter, faire de la recherche sur ces objets, mais il y a aussi tout un travail de logistique, puisque voilà, on l'a évoqué, il y a quasiment 100 000 objets au centre, donc il faut aussi pouvoir les sortir, les ranger, il y a des allers-retours avec les musées pour les expositions, des questions de prêt. Donc c'est difficile de décrire mon travail parce qu'il est très varié. Autant je peux être devant l'ordi à faire de la documentation, à gérer une équipe, qu'à aider pour de la manutention de blocs romains, comme on le voit sur les images. Voilà, donc c'est très très varié.
Et c'est quoi qui te plaît, toi, dans ce job, finalement? Alors, moi, j'ai toujours voulu travailler dans le domaine culturel, donc de ce côté-là, je suis bien tombé. Et ce qui est vraiment chouette là, c'est justement les 3 musées. Ça veut dire que je ne suis pas confronté qu'à des objets archéologiques, justement. Il n'y a pas que des pierres romaines, voilà, quoi. Exactement. Je peux passer d'une carte postale à une barque, à une planche à voile pour le Léman, à des porcelaines, à des blocs romains, de la céramique gallo-romaine, à des ossements. Enfin, c'est vraiment varié et des objets aussi de différentes époques. Donc pour moi, c'est un travail qui justement est enrichissant de ce côté-là parce qu'il est très varié. Ouais, donc c'est justement la question que j'allais te poser ensuite, mais tu viens d'y répondre, à savoir quels sont les objets en fait qu'on trouve dans ce centre de collection de la ville de Nyon. Donc il y a tous les objets que tu viens de citer. Moi, je me demande quelle est la taille limite finalement des objets qui entrent en fait dans ce centre. Est-ce qu'il y a une limite? Alors, il faudrait en imposer une aux conservateurs parce que des fois j'ai des demandes un petit peu compliqué, mais non, il n'y a pas de taille limite. On a des barques entières dans ce bâtiment. Le bloc romain le plus lourd est à 2,5 tonnes. Ouais. Donc, niveau manutention, on a des questions. Et puis, quand on n'a plus de place, il faudra se poser les bonnes questions. Mais actuellement, on n'a pas de taille limite. Mais heureusement, de l'autre côté, on a aussi des stylos, d'autres petits objets plus récents, plus modernes. Donc, c'est très varié. Mais pour l'instant, niveau taille, on va arriver à un moment évidemment où on sera bloqué. Alors tu me parles de la place, justement, eh bien j'ai envie d'en parler avec toi parce que en 2017, c'était environ 60 000 objets. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, on parle de 100 000 objets, donc on voit une augmentation des objets. Déjà, à quoi c'est dû? Alors en fait, simplement, il n'y en a pas autant en plus parce qu'on n'est pas sûr du nombre. Je pense qu'il y en avait déjà 80 000 avant, peut-être maintenant 100 000 environ. Mais c'est simplement que les musées acquièrent des objets chaque jour. Pour le musée romain, c'est très simple, c'est tout ce qui sort du territoire de la colonie romaine, donc les fouilles, tout objet qui sort des fouilles appartient à l'État de Vaud, mais est déposé au musée romain. Donc eux, ça arrive régulièrement. Il y a des jours où il y a très peu d'objets, et puis d'autres, ça peut être des centaines, dont des blocs romains, justement. Ouais. Et pour les autres musées, c'est différent. C'est principalement des dons de gens ou des achats. Les musées ont aussi un potentiel d'achat pour acquérir des œuvres. Donc chaque année, il y a 1000, 2000 ou 3000 objets qui vont rentrer dans ce centre, puisque les collections sont vouées à s'agrandir. Ouais. Et le temps passe aussi. Ce qui était hier un objet pour nous du quotidien devient un objet de musée finalement. Donc plus on avance, plus les collections vont s'agrandir. D'accord, donc ça s'agrandit, ça s'agrandit. À un moment donné, eh bien, ce centre-là, il va manquer de place. Oui, ça, comment on fait justement? Est-ce que les objets finissent par quitter ce centre-là? Est-ce qu'il y a de la destruction d'objets ou bien est-ce que tous les objets doivent absolument être conservés au fil des ans et donc du coup, il va falloir trouver de la place ailleurs? Alors on le voit avec ce bâtiment. En fait, il a déjà été agrandi. Il a été construit en 2001, une première partie, et on a bénéficié d'une extension en 2011, principalement pour le musée romain. Donc on a déjà pu agrandir. Donc la solution, bien sûr, ce sera d'agrandir si un jour c'est possible, ou de trouver d'autres locaux. Mais en tant que tel, les objets de collection ne peuvent pas être détruits. En fait, ils sont inaliénables. Quand ils rentrent dans les collections, ils font partie du patrimoine. Donc on a des cas quand même exceptionnels, soit d'objets qui sont donnés, qui n'ont pas de lien avec les musées. Par exemple, un bateau plutôt en rapport avec la mer, que le Léman n'a pas raison d'être dans les collections du Léman. Et puis, sinon, quelques cas d'objets qui sont dégradés. Mais en tant que tel, on ne peut pas donner, vendre ou sortir un objet des collections. Ouais. C'est un problème d'un côté, mais c'est aussi ce qui fait la force du musée, parce que ces collections doivent s'enrichir. Mmh. À quoi ça sert de conserver tous ces objets, de les garder dans un centre? Alors ça, on pourrait poser la question dans quelques années. Donc, bien sûr, la question, c'est simplement de savoir qu'est-ce qui fait partie de notre patrimoine. Nous, l'intérêt là derrière, c'est pas de les conserver dans le centre, hein, c'est de les exposer. C'est quand même ça le but. Maintenant, les musées ont une taille aussi limite. Ils ne peuvent pas tout exposer, mais on peut faire des tournus. Donc, en fonction des expositions temporaires, on peut présenter d'autres objets. Il y a aussi pas mal, depuis quelques années, des prêts entre les musées qui se font. Donc, on peut prêter aussi ces objets. Donc, l'idée, c'est vraiment de les mettre en valeur. Donc, on les conserve à la fois pour les présenter aux gens, mais surtout pour les transmettre aux générations futures. Donc du coup, ils sont conservés dans ce centre, ils sont réparés aussi, parce qu'il y a aussi justement de la réparation, il me semble. Et puis ensuite, dans ce centre-là, ils restent là, ou bien est-ce qu'après, justement, ils vont dans les différents musées en fonction des expositions? Oui, donc ils sont amenés à sortir, à re-rentrer. C'est ça, alors le terme exact est plutôt restauration-réparation. Oui, restauration, restaurer des objets. Oui. On mandate des gens pour faire des restaurations spécifiques. Et en effet, ces objets, ils ont un cycle de vie qui est pas juste d'entrer dans un musée et d'être inventoriés. Après, ils vont certains plus bouger, étonnamment. Même si c'est des objets inanimés, ils peuvent être amenés à faire beaucoup de déplacements entre les musées, justement, pour les expositions, ou avec d'autres musées, bien sûr. D'accord. Et donc, il reste effectivement tous les jours, tu as de plus en plus d'objets à lister, à répertorier. Oui. Il me semble qu'il y a une collection en ligne aussi qui existe. Oui, depuis 2019, on a mis justement en ligne une partie des pièces. Il y en a environ 300-400. Maintenant, il y en a plus de 1400. Donc, le but, c'est d'en rajouter régulièrement. C'était la première étape
mise en avant de ce centre des collections, on va dire. On voulait déjà mettre en avant les objets qui n'étaient pas exposés, parce que finalement, n'importe qui doit pouvoir y accéder. Ça fait partie des collections publiques. Et donc, les présenter vraiment de cette facette-là, ça permet de montrer plus d'objets qu'il y a dans les musées. Et puis, c'est aussi pratique pour nous, parce qu'ils sont quand même à l'abri aussi. Il y a des objets plus fragiles que d'autres. C'est aussi un bon moyen de les montrer aux gens, sans prendre trop de risques de les dégrader. Ouais, donc dans ce que tu dis, en fait, avec cette journée ouverte au public ce samedi 19 juin, puis ensuite les collections en ligne, on sent la volonté de la ville de Nyon, justement, eh bien, d'exposer finalement ces objets, enfin en tout cas de les rendre quelque part visibles à la population. Oui, c'est vraiment ça l'idée. Il y en a un grand nombre, vous l'avez compris, je pense qu'il y en a quelques milliers qui sont exposés. Actuellement, on a 57 000 fiches d'inventaire. Ouais. Donc il y a vraiment une belle majorité de ces objets qui ne peuvent pas être vus par le public, et c'est l'occasion vraiment de les mettre en avant. Alors peut-être que tu ne sauras pas répondre à cette petite question, mais j'ai entendu dire que les municipaux de Nyon avaient accès à ce catalogue et qu'ils pouvaient choisir certains objets qu'ils pouvaient exposer dans leur bureau. En fait, c'est spécifique justement à une collection, justement, qui est la collection d'œuvres d'art de la ville. La ville acquiert des œuvres d'art plutôt contemporaines, photographie, peinture, dessin, des artistes nyonnais. Et l'idée, c'est justement de les mettre en avant. Donc, il n'y a pas que les municipaux, même la plupart des bureaux de l'administration, ils peuvent demander pour remettre ces tableaux, peintures, et on essaie de faire des tournus. Donc, c'est aussi un moyen de mettre en avant l'art local, et que ces objets ne restent pas juste au centre des collections, qui est un vrai tournus. Et merci en tout cas de nous avoir raconté un peu tout ça, Benoît Boretti. C'est passionnant donc ce travail que tu exerces au centre des collections de la ville de Nyon. Donc je rappelle les journées de l'archéologie, l'accès gratuit au musée romain de Nyon les 18, 19 et 21 juin, et puis l'envers du décor, les visites donc de ce centre des collections proposé par le musée romain de Nyon. Ce samedi 19 juin, c'est à 11h et à 15h pour une durée d'1 heure environ, et puis c'est sur inscription sur l'adresse mail info.romain@nyon.ch ou au numéro 022 316 42 80. Voilà. Merci beaucoup Benoît d'avoir été avec nous, et à bientôt. À bientôt. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette quotidienne. Je vous souhaite une très belle soirée, une belle suite de programmes sur NRTV, et je vous dis à demain.